Voilà, donc si vous êtes là, on va reprendre. Non, je ne Et dis pas que, je ne dis pas que la lettre A là n'est pas ça. C'est la façon dont on a posé donné la réponse B là aussi, quoi. Non, non, B ne fait pas partie. La bonne réponse est A. Je suis d'accord. Sinon, si vous avez le manuel là, vous regardez à l'intérieur. Il y a quand même des informations très importantes et puis il faut la lire. Donc, c'est des questions que j'ai tirées en tout cas de ce manuel. Si vous l'avez regardé, vous allez voir dedans qu'on dit que on peut juste le nettoyer et puis utiliser. Mais les canules doivent être impérativement désinfectées. On ne se comprend pas. Je ne dis pas qu'on ne peut pas juste les nettoyer et puis utiliser. C'est parce que le B qu'on ne peut pas stériliser là-haut. J'ai dit que est-ce que le B là aussi n'est pas correct? Parce non, le B là n'est pas correct. Le B, c'est ce que je vous disais, c'est des comment je vais dire, c'est des perturbateurs, c'est des questions pour vous embrouiller. Voilà, c'est ça. Voilà. D'accord, on continue. 27. Dit, les éléments suivants sont des causes d'avortement spontané: la rétroversion, les anomalies de la greffe de l'œuf, les aberrations chromosomiques, tous les éléments. Je choisis la lettre B. D. La lettre B. C'est ça, on n'entend pas. Technocamon 15. Après, il faut essayer de renommer. Je vous ai montré comment il faut renommer dans le fichier. Donc, elle a dit que B et puis C. Qui d'autre? Je choisis la lettre D. La lettre D. Qui d'autre? Sinon, effectivement, en réalité, la rétroversion, c'est une cause effectivement d'avortement. Au village, même les vieilles la savent ça. Souvent, ils disent qu'à Rossal Lebramin. Parce que l'utérus, dans sa position normale, il est anté-fléchi. Donc, il est pensé vers la droite. Et anté-versé là, il est renversé effectivement vers l'arrière. Et généralement, dans cette position-là, c'est difficile de mener une grossesse effectivement à terme. Les anomalies de la greffe de l'œuf, ça veut dire que c'est une mauvaise nidation de l'œuf, une mauvaise implantation. Les aberrations chromosomiques, ça veut dire que l'œuf est de mauvaise qualité. Et généralement, il y a une sélection naturelle qui se fait et généralement l'organisme même rejette les grossesses qui sont déjà de mauvaise qualité. Donc ici, là, tous les éléments qu'on a cités là sont justes. Donc la bonne réponse pour 27 là, ça devrait être D. S'il vous plaît, je ne sais pas comment les nommer. D'accord, après on va gérer ça aussi. Je vous ai envoyé un fichier dans le groupe. Après, quand on va finir, si vous sortez, si vous regardez, vous allez voir comment. Mais à la fin aussi, si on a du temps, je vais vous montrer ça. D'accord. Monsieur Ouedraogo, excusez-moi, la rétroversion là, est-ce que souvent on peut remédier à ça? Oui. Oui, souvent. En gynéco en ce moment. En gynéco. Ok. Voilà, souvent ce sont des utérus fibromateux ou bien c'est par une mauvaise position. Et le plus souvent, on peut faire au cours d'une intervention chirurgicale, on repositionne correctement l'utérus. Et parfois aussi, on est obligé de les fixer de les fixer pour éviter.
qu'il retourne dans sa position antérieure. Ok, ok. Merci bien, merci. 28. Nadia, 19 ans, travaille dans une boîte de nuit et reçue pour saignement douleur pelvienne. Il faut penser à un avortement provoqué clandestin, B, une grossesse ectopique, C, un trouble du cycle, D, une IST. Donc, moi, j'avais choisi la lettre A, B et C. A, B et C. Quelqu'un d'autre? Moi, je propose la lettre A, A et B. A et B. En tout cas, on sait que généralement au cours des IST, il n'y a pas de saignement. Ou bien? Oui. Vous avez connaissance d'une IST qui entraîne des saignements? Non, non. Bon, d'accord. Donc, on va être là à penser entre A et puis B. Bon, effectivement, quand je corrigeais, j'ai vu qu'on pouvait penser effectivement à B, mais en formulant la question, je vous dis ça clairement, en formulant, moi je pensais à A seulement, avortement provoqué clandestin. Comme, voilà, c'est une femme qui travaille dans une boîte de nuit, bon, je ne vais pas dire que ce sont elles qui sont choses, mais bon, quand on fait les coups là, on pense que, voilà, c'est des gens qui sont aptes tout de suite à sauter sur les avortements provoqués. Donc pour moi, je suis d'accord pour tout ce que vous dites. Pour moi, c'est un avortement provoqué clandestin. Mais c'est clair qu'on peut penser également à une grossesse ectopique. Je suis d'accord. Mais pour moi, ici, je voulais juste mettre l'accent sur l'avortement provoqué. Donc, il y a une série de questions qui suivent. Donc, on peut ne pas être vraiment sur la même longueur d'onde. Mais je vous dis que bon, je suis d'accord que la question là n'est pas très bien explicite. Mais j'ai dit l'idée qui a sous-tendu vraiment la question. Donc, pour moi, acceptons que c'est avortement provoqué clandestin. Mais quand on parle de saignement, ça peut être également une grossesse ectopique. Ça, c'est clair. Bon, ça peut même être un trouble du cycle simplement aussi. Mais j'ai pensé effectivement à un avortement clandestin. Et si on accepte avortement clandestin, on va voir maintenant la suite. Donc je vous ai dit que c'est un avortement clandestin. Donc 29 maintenant. Pour confirmer le diagnostic de Nadia, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais le diagnostic de Nadia a une interrogatoire musculaire, B, le dosage de bêta-HCG, C, une échographie avec des sondes endovaginales, D, un examen au spéculum. Donc, choisis la lettre B, C. B, dosage de bêta-HCG et puis ça. Et D. D aussi. Au spéculum, c'est clandestin. Ok. Comme à l'état du col. D'accord. Qui d'autre? Parce que je vous ai dit en haut là qu'on pense à un avortement provoqué. Donc si on pense à un avortement provoqué, si on fait un dosage de bêta-HCG, est-ce qu'on va savoir que c'est un avortement provoqué? Non, non. D'accord. Est-ce que si on fait échographie avec sonde endovaginale, on peut savoir si c'est un avortement provoqué? Non. On va finir et puis vous allez poser votre question. Est-ce que si on fait un examen au spéculum, on peut savoir si c'est un avortement provoqué? Oui. Voilà, parce qu'on verra des lésions
au niveau du col, ou bien on peut voir des traces de médicaments. Donc voilà pourquoi j'ai dit de retenir le diagnostic en haut, parce que la suite là va dépendre de ça. Donc en réalité, l'échographie, vous allez voir qu'il y a un décollement de l'œuf, mais ça ne veut pas dire que c'est provoqué. Quand bien même je suis d'accord qu'elle peut prendre des médicaments pour provoquer l'avortement. Voilà. Mais ici, l'objectif là, c'était pour dire que, pour mettre l'accent sur l'examen effectivement au spéculum. Parce que généralement, ce sont des produits qu'on a utilisés par voie locale et généralement, on peut voir également des lésions au niveau du col. Donc voilà pourquoi je disais de tenir compte du diagnostic que j'ai dit en haut, parce que dans ma tête là, j'avais pris l'avortement provoqué clandestin et la suite des questions là, ça avait un rapport effectivement avec le diagnostic. Et si on ne s'entend pas sur le diagnostic, ça veut dire que la suite là va être également déstabilisée. Donc il y a quelqu'un qui parlait, j'écoute maintenant. En fait, comme on disait qu'elle sait, moi je disais qu'il faut faire un dosage de bêta HCG, il faut savoir s'il y a eu une grossesse. Voilà. Filmer la grossesse. Bon, c'est ça, j'ai dit, tout ça, on peut être d'accord. Dans ce cas même, on peut accepter l'échographie. Parce qu'il faut savoir, voilà, si elle est enceinte ou pas. C'est vrai que les bêta-HCG, ça permet de savoir si elle est enceinte, mais l'échographie aussi va permettre de savoir si elle est enceinte et si réellement la grossesse est intra-utérine. Voilà pourquoi j'ai dit que je suis d'accord que la première question en haut là, dont découle tout là, elle n'est pas explicite. Et si on l'avait explicité, on pouvait être beaucoup plus. Voilà pourquoi j'ai dit que, acceptons que, j'ai dit que c'est un avortement provoqué clandestin. Donc on suppose que le diagnostic de grossesse même est clair et que c'est un avortement vraiment provoqué clandestin. Sinon, on peut dire beaucoup d'autres choses. Monsieur le Dragon, oui. On ne peut pas supposer que le diagnostic est clair sans le dosage de bêta-HCG, comme on ne l'avait pas vu. Moi, j'ai dit le diagnostic là en haut, j'ai dit c'est un avortement provoqué clandestin. Si on dit que, si par exemple vous recevez une fille, on dit qu'elle a fait un avortement provoqué clandestin, donc on sait qu'elle est enceinte, puisque je vous ai dit que tout ce qui suit là, ça dépend, c'est un cas clinique, ça dépend de la question 28. Donc il n'y a pas de suspicion là-bas encore. Est-ce qu'il y a, puisque quelqu'un, on a posé le diagnostic d'avortement provoqué clandestin. Maintenant, on cherche à préciser, est-ce que réellement il a fait effectivement des manœuvres dans le but d'avorter. Et généralement, pour savoir là, si j'enlève la prise de médicaments par voie orale, généralement, c'est des lésions au niveau du col ou du vagin que l'on va retrouver. Donc là, on n'a pas besoin encore de faire un dosage de bêta-HCG. On va faire le dosage de bêta-HCG si on n'est pas au courant que, si on soupçonne même d'abord la grossesse. Est-ce qu'elle est enceinte, est-ce qu'elle n'est pas enceinte? Mais là, en haut déjà, on a déjà posé le diagnostic d'avortement provoqué clandestin. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà pourquoi je dis que, bon, tout dépend de la question 28. Et si on n'est pas d'accord avec le diagnostic là-bas, tout ce qu'on va dire dans la suite là, on va beaucoup discuter. Voilà pourquoi j'ai dit en haut, c'est un cas clinique que j'ai fait et dans ma tête là, j'ai visé effectivement avortement provoqué clandestin. Si on s'entend sur ça, je pense qu'on va s'entendre sur la suite. Mais bon, si là-bas c'est déjà tout le reste là, voilà. Voilà pourquoi j'ai procédé par élimination. J'ai dit si on fait dosage de bêta-HCG, on peut savoir qu'il y a grossesse, mais on ne peut pas savoir si on a. Si on fait l'échographie également, on peut voir qu'il y a une grossesse intra-utérine, mais on ne peut pas savoir si on a provoqué l'avortement ou pas. Par contre, si on regarde le col, si on a tripatouillé le col, si on a agressé le col, ça c'est visible. Voilà. D'accord, si je comprends bien, en cas d'APC, il n'a pas besoin d'interrogatoire musclé. Si on a besoin d'un interrogatoire, mais est-ce qu'il doit être musclé? Non. Elle n'a pas accepté dire. Elle n'a pas accepté dire. Non, même si elle n'accepte pas dire, nous ne sommes pas l'officier de police pour faire une interrogatoire musclée.
Si elle dit que c'est non, il faut faire sa prise en charge et puis ça s'arrête là. Normalement, il n'y a pas d'interrogatoire musculé dedans. Parce que sa prise en charge ne dépend pas voilà, de comment elle a fait. À moins que vous soupçonnez une intoxication médicamenteuse, vous allez voir qu'est-ce qu'elle a pris. Mais bon, on n'a pas besoin de muscler l'interrogatoire. L'interrogatoire musclé, là, c'est à la police ou à la gendarmerie. Ou bien, Ça, c'est vrai. c'est pas le rôle de la sage-femme de muscler ça. Hein. Parce que le procureur Yoda, il est là et puis il n'est pas d'accord. D'accord, pour la prise en charge de Nadia, il faut. Donc, on est toujours dans notre avortement provoqué clandestin. Bilan initial rapide, échographie, amio, référé si on est au CSPS. A et C. Ah, elle dit A et C. Non, A et D. A et D. Ok, A et D. Qui d'autre? Pour la prise en charge de Nadia, quelqu'un qui fait avortement provoqué clandestin, on peut faire un bilan initial rapide, on peut référer au CSPS, on peut demander une échographie pour évaluer la qualité de l'œuf. Oui. Mais on ne va pas sauter quand même sur l'amio. Jamais. Voilà, donc je pense que ici, là, on peut accepter A, B et puis D. Je ne sais, je me dis. C'est bon. Non, si ces choses, on discute, hein. Pourquoi il n'y a pas amio dedans? Bon, puisqu'il faut savoir l'amio, l'indication de l'amio, c'est quoi? C'est un avortement incomplet. Avortement incomplet, il faut faire l'aspiration manuelle. Mais ici, rien ne dit que c'est un avortement incomplet. Vous savez que quand on parle des stades évolutifs de l'avortement, là, ça peut se voir également dans un avortement provoqué. On peut provoquer un avortement, vous recevez la bonne dame et puis vous trouvez que c'est à un stade de menace. On a reçu des femmes qui ont fait des tentatives d'IVG, on les a pris en charge et puis la grossesse a évolué à terme. Ça, beaucoup de fois, on en a reçu. Donc, lorsque c'est un avortement provoqué, on ne peut pas sauter d'emblée sur l'amio. Il faut vérifier la qualité de l'œuf avant d'aller. Donc, c'est un peu ça, hein, voilà. Grossesse hétérotopique. On a trop monté. La grossesse hétérotopique. Qui prend? Aujourd'hui, là, il y en a qui sont totalement calmes. Ou bien c'est vraiment, on a fermé les micros, là, les gens ne savent pas comment ouvrir. D'accord, on y va. Moi, je ne connais pas la réponse. Hein. La grossesse hétérotopique est une grossesse abdominale et une grossesse ectopique associée à une grossesse intra-utérine, une grossesse pathologique, D, B et C. Moi, j'ai choisi la lettre B. B. Une grossesse ectopique associée à une grossesse intra-utérine. D'accord. On peut dire que c'est une grossesse donc pathologique aussi. Oui. Voilà. Donc, il y a B et puis C à 31. 31. Donc, on coche le quatrième. B et C. Hein? Donc, on coche le D. Voilà, donc c'est ça. Effectivement. Très bien, merci. C'est B et C.
Donc la grossesse hétérotopique, c'est une grossesse pathologique parce qu'il s'agit d'une grossesse intra-utérine qui est évolutive, qui est associée également à une grossesse extra-utérine. C'est ça qu'on appelle la grossesse hétérotopique. Donc c'est B, et voilà D du moins, D. D. On est d'accord? Oui. Bon, d'accord. Ah, mais j'espère que quand il pleut, avec la connexion, on va faire ti. Bon, d'accord. S'il pleut, vous n'allez pas couper. Bon, c'est vrai qu'ici aussi il pleut un peu. Je suis assis à l'NSP, il pleut aussi, mais il n'y a pas de problème. Donc c'est B et C. Donc elle dit d'augmenter le volume. Donc parlez fort. 32. Les signes suivants sont des... D'accord. Rose, allez-y. Les signes suivants sont des complications de l'avortement clandestin. Je choisis l'hémorragie. Hémorragie. La perforation utérine. Perforation utérine. Sont les deux que j'ai choisi. D'accord. Choisis A, B, C. A, B, C. Oui. On peut ajouter les D. Oui. Les atteintes neurologiques. Souvent on parle du choc vagal. Le choc vagal là c'est une atteinte du nerf vague et c'est dû à la dilatation forcée du col. Même quand vous faites l'amio, si le col n'est pas suffisamment dilaté et que vous forcez avec une grosse canule, vous pouvez provoquer un choc vagal. Et le choc vagal, la femme pousse un cri, oui, et puis elle meurt. Donc c'est une atteinte neurologique. Donc il faut faire attention. Donc 32 là, c'est tous les éléments qu'on a cités. 33. 33. La surveillance du traitement de la molle secrète. A. Moi, j'avais choisi A, B, D. Tous les éléments sont cités. En tout. D'accord. Quelqu'un d'autre? La surveillance post-traitement de la Bon, quand vous dites D, faire l'échographie chaque semaine pour s'assurer de la vacuité utérine. Je pense que la sage-femme aussi va donner de l'argent à la femme pour faire l'échographie chaque semaine. Chaque semaine, là, on ne sait pas jusqu'à quand. Non, je n'avais pas vu ça. Ah, donc vous voyez, quand il faut lire correctement. Je dis toujours que les QCM là, il y a toujours une ou deux bonnes réponses et il y a des questions, des perturbateurs. Et il faut faire très attention. Sinon, vous allez sortir, vous allez dire non, c'est Bongal. Après, il n'y a pas votre nom. Vous allez dire tiens Zambo, alors que Kazambi, vous n'avez pas bien regardé. Hein? Heureusement, c'est vrai, parce qu'avec QCM, là, il y a des petits pièges. C'est pas facile. C'est comme ça, il y a des pièges toujours. Donc, il faut bien lire. Habituellement, il faut lire tous les éléments de réponse avant de choisir. Donc, ici, là, c'est A et puis B. OK? Donc, 33, c'est A et puis B. 34. 34. Les médicaments, oh, la question est mal posée. Hein. C'était le traitement médicamenteux en cas de GIE. Donc on peut être d'accord. C'est le traitement médicamenteux en cas de GIE. Parce qu'il y a un traitement médicamenteux pour la GIE, hein, ce qu'on appelle le traitement conservateur.
Parce que habituellement, on a dit que le traitement de la GU là, elle est toujours chirurgicale. Ça, c'est dans notre contexte où le diagnostic est toujours tardif. Voilà, mais il y a un traitement médicamenteux pour la GU également. Lorsque la GU est diagnostiquée très tôt, généralement au cours du premier mois là, il y a des médicaments qu'on peut administrer et la grossesse va disparaître tout en conservant la trompe. Voilà, mais c'est que ça demande certaines conditions, ce qui fait qu'on ne peut pas le faire partout. Donc, mais c'est un traitement qu'on peut faire à l'hôpital Yalardo, on peut le faire à Borgo, on peut le faire à Tengango, on peut le faire à Sourou-Sanou. Voilà. Donc, dans les CHU là, avec les grands maîtres, on peut faire effectivement le traitement médicamenteux. Donc, il faut que la grossesse soit diagnostiquée très tôt. Il faut que la femme également accepte d'être hospitalisée pour suivre effectivement le traitement. C'est des injections que l'on fait. Et le rôle de ces médicaments-là est de faire fondre la grossesse effectivement dans l'organisme tout en préservant la trompe. Parce qu'après un mois, habituellement, la trompe-là ne va pas pouvoir contenir la grossesse qui risque effectivement de s'éclater. Mais lorsqu'elle est vue très tôt, on peut faire le traitement médicamenteux. Donc la question n'est pas très bien posée, mais il faut savoir que c'est le A. Lorsque la grossesse a moins d'1 mois, on peut faire un traitement médicamenteux et puis bon, c'est tranquille. C'est bon? Merci pour l'information. Voilà. 35. Les pathologies suivantes peuvent être prises en charge dans un établissement Sonoubé. C'est C et D. C et D. D'accord? On est tous d'accord, C et D. Grossesse ectopique, molle idatiforme, en principe, ils ne sont pas à prendre en charge dans un CSPS. D'accord. Donc, on passe à question. En charge dans un établissement. La grossesse molaire peut être évoluée. Hein? La grossesse molaire peut être évoluée vers un calcium de l'endomètre, oui. Peut être associé à un embryon normal. Aboutir à un avortement molaire, oui. Vous avez choisi A, B et C. Ok. C'est vrai. Mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Mais la grossesse molaire, si c'est mal pris en charge, ça peut évoluer vers un carcinome ou cancer de l'endomètre. On peut avoir une grossesse molaire qui est associée à un embryon qui est normal. L'évolution peut se faire vers l'avortement molaire. Et s'il y a une molle embryonnée, comme on a dit à Bella, il arrive des fois que la molle embryonnée aille jusqu'à terme avec un accouchement normal. Oui. C'est bon? Il y en a, ça existe. La molle embryonnée, ça existe. Hein? Mais si la molle embryonnée existe, Oui. la molle qui va rester là-bas, là, ça va saigner ou bien ça ne va pas saigner? Si ça reste là, c'est que ça ne saigne pas. C'est une partie du placenta qui est transformée en vésicule et l'autre partie du placenta est normale. Donc ça peut évoluer effectivement vers un accouchement normal. Et puis donner quoi? Je dis un accouchement normal, vous demandez et puis donnez quoi?
D'accord, on y va. Dans 10 minutes, effectivement, on va boucler encore 40 minutes. Donc, il faut qu'en 10 minutes, on finisse les 3 questions. D'accord. La diurèse normale. La diurèse normale. Moi, j'avais pris le C. 30. 30. 30 minutes. Le A. Le A. Ici, on a fait c'est de telle sorte que c'est une seule réponse qu'on pouvait choisir, apparemment. Mais en réalité, la diurèse normale, la diurèse horaire là, c'est 30 millilitres. Et la diurèse par jour, là, le minimum, c'est 500 cc par 24 heures. Est-ce qu'on est d'accord? J'ai dit la diurèse horaire, c'est 30 cc par heure. La diurèse journalière, normale, là, c'est 500 cc par jour ou par 24 heures. Est-ce qu'on est d'accord? Ou bien vous êtes tous partis? Voilà, donc c'est ça. Oui, on est d'accord. Voilà, comme c'est un seul choix là, on va prendre par 24 heures. Diurèse là, c'est toujours 24 heures. Oui, diurèse c'est 24 heures. Voilà. Sinon, habituellement, si c'est les 30 cc là, on va dire la diurèse horaire. D'accord, on prend 38. La structure du système de santé. Qui prend? Schématiquement, le système de santé du Burkina Faso est de forme A triangulaire, B rectangulaire, C trapézoïdale, D pyramidale. Je choisis la lettre D, pyramidale. Ah, pyramidale. Donc c'est en forme de pyramide. Oui. D'accord. Oui. Les autres, c'est triangle, c'est pyramide, c'est rectangle, c'est trapèze. Moi, j'ai choisi D. D'accord. A. Qui a choisi A? Les Moi, j'ai systèmes- pris le A. Ah, c'est pas triangle, hein, c'est pyramide. C'est pyramide, c'est pas triangle. Même si vous voyez que ça ressemble à triangle, c'est pyramide. Ok, merci. Sur le plan technique, le premier niveau du système de santé du Burkina Faso comprend. Le premier niveau du système de santé du Burkina comprend. Je propose le B. Le B. Ah, c'est-à-dire que quand on rentre ici, là, vous êtes bleu. Alors que même si on est sage-femme, là, on doit connaître également le système de santé du Burkina. Ça veut dire que si c'est bleu, il faut repartir chercher le cours sur le système de santé, le SNIS, et puis lire. Le SNIS. Hein, pour connaître les différents niveaux, les différents échelons. Donc ici, là, on a dit le premier niveau. D'abord, il y a combien de niveaux?
Sinon, en réalité, c'est 2 échelons. Le premier échelon qui est représenté par les CSPS et le deuxième échelon qui est représenté par les CMA. Ça, c'est le premier niveau. Et quelqu'un dit qu'il y a 3 niveaux pour le système normal. On va citer les niveaux. Quels sont les 3 niveaux? Le niveau primaire. Le niveau primaire. Le niveau secondaire et le niveau tertiaire. Niveau primaire, secondaire, tertiaire. Donc le premier niveau, le deuxième niveau, le troisième niveau. Le premier niveau, lui, comprend 2 échelons. Le deuxième niveau est représenté par... Le deuxième niveau est représenté par quoi? Les CHR, c'est pas les CMA. Et le troisième niveau est représenté par les centres hospitaliers universitaires. Ça, c'est le plan, sur le plan technique. Il y a le premier niveau avec CSPS et puis CMA, 2 échelons. Le deuxième niveau avec les CHR. Le troisième niveau avec les centres hospitaliers universitaires. Si on part au plan administratif, il y a d'abord le district, il y a également les directions régionales et il y a effectivement le niveau central. Monsieur Ouedraogo. Oui. Monsieur, J'écoute. on classe les CM là à quel niveau? Les centres médicaux. Ça fait partie, c'est au niveau du premier niveau. Voilà, c'est le premier niveau, c'est CSPS et puis CM, c'est le premier échelon. Et le deuxième échelon, c'est le CMA. Parce que le CM et le CSPS, là, ils évacuent au CMA. Donc, le premier niveau a 2 échelons. Premier échelon, CSPS, CM. Deuxième échelon, CMA. Le deuxième niveau, c'est les CHR. Et le troisième niveau, c'est les centres hospitaliers universitaires. Maintenant, sur le plan administratif, c'est le district. Ensuite, la DRS, direction régionale. Et il y a effectivement le niveau central. Donc, il faut aussi regarder ça. Vous avez des élèves stagiaires qui sont dans vos services. Il faut demander. Ils ont fait un cours sur le système national de santé. Il faut prendre et puis il faut lire. Il y a également le cours de gestion, administration, gestion. Ça aussi, il y a des informations concernant effectivement le système de santé à l'intérieur. Il faut rechercher ça également et puis il faut lire. Parce que s'il y a des questions qui viennent sur le système de santé et puis vous ne pouvez pas répondre, c'est pas normal. Il y a le nombre de CSPS, il y a le nombre de directions régionales, le nombre de CHR. Voilà, ça c'est des éléments, c'est dans le SNIS et vous devez pouvoir être capable de répondre. Dernière chose, parce qu'il nous reste 1 minute, on parle de signes de Faraday positif lorsque. On y va. Avant que ça ne se coupe, 1 minute. C. Lettre B. B et C. B. D. B. En B. B, ok, d'accord. Donc B dit 2 doigts intravaginaux dirigés vers la 3e vertèbre sacrée rencontrent la tête fœtale. 3e vertèbre. C'est pas la deuxième pièce, deuxième vertèbre. Deuxième vertèbre. Voilà. Donc
Le signe des Pharaons, les deux doigts sont dirigés vers la deuxième pièce sacrée et arrêtés